Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez cette commission qui a eu lieu hier, qui s'est tenue, qui a été un débat houleux, un vrai coup de chaud. C'était aux affaires sociales hier. Aux affaires sociales. Moi j'entendais le bruit, c'était juste à côté. Juste à côté. Et nous c'était plus tranquille. Oui, ils en sont presque venus aux mains, les députés. Je sais pas, j'ai pas vu. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Patrick, expliquez-nous le nouveau coup de chaud de l'Assemblée sur la retraite à 64 ans. Je vais tenter de l'expliquer après avoir rappelé pourquoi la bagarre continue chez les députés et pourquoi le gouvernement et l'opposition sont dans une impasse. 3 rappels. 1. Il n'y a sans doute pas de majorité parlementaire en faveur de la retraite à 64 ans. Et c'est pour cela que le camp présidentiel use de tous les moyens à sa disposition pour empêcher un vote. Mais 2. Il n'y a certainement pas non plus de majorité parlementaire pour abroger la réforme, puisque le Sénat ne suivrait pas l'Assemblée. Les sénateurs sont pour. Et point numéro 3, qui emporte les 2 autres, il n'y a pas de majorité parlementaire pour faire tomber le gouvernement. C'était l'objet du 49.3. Il n'y a pas eu de majorité pour la censure et pour empêcher l'adoption du texte. La démocratie étant la loi de la majorité, chacun regarde le point qu'il arrange pour clamer sa légitimité, mais il s'agit bien d'une bataille symbolique sur le plan formel. La réforme du gouvernement a maintenant force de loi et on ne voit pas bien, en tout cas il y a très très peu de chances d'un point de vue législatif, ce qui pourrait inverser cet état de choses. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de majorité chez les députés pour voter la réforme ? Non, personne n'est sûr, ça se joue à une poignée de voix. Le camp présidentiel n'a pas voulu prendre ce risque, on s'en souvient, d'où l'usage du 49.3, mais les insoumis non plus n'étaient sûrs de rien. C'est justement pour ça qu'ils ont fait obstruction à coups de milliers d'amendements pour empêcher le vote de l'article 7, celui qui recule l'âge légal à 64 ans, et parce qu'il redoutait alors une victoire de la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon en meeting à Montpellier le 16 février. Soyez les maîtres du temps. Choisissez-vous le rythme auquel vous menez la bataille. Et ne vous laissez pas bourrer le crâne par ceux qui vous disent il faut aller tout de suite à l'article 7. Et pourquoi, je vous prie ? Vous faites une loi avec 20 articles, et puis tout d'un coup, vous nous dites qu'il n'y en a qu'un qui compte. Pourquoi ? Parce que vous espérez nous battre sur cet article pour pouvoir mettre dans vos journaux et partout. L'Assemblée nationale a adopté la retraite à 64 ans. Et alors, tous les ballots de la Terre, on a perdu une fois de plus. Tu vois, voilà. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils croient qu'on est naïfs. C'est ainsi que le vote a été empêché en février contre le point de vue des syndicats et des autres partenaires de la NUPES et qu'il est ardemment réclamé aujourd'hui par les mêmes forces de gauche. Il y a tout de même eu un vote hier à l'Assemblée. Oui, mais en commission des affaires sociales, par 38 voix contre 34, les députés ont détricoté une proposition de loi qui visait à abroger la réforme, donc la retraite à 64 ans. Les élus de la NUPES ont alors tenté une nouvelle contre-attaque en forme de déluge d'amendements que la présidente Renaissance a écarté dans le tumulte. C'est tellement énorme, 1300 sous-amendements déposés. Si ça, c'est pas de l'obstruction, je ne sais pas ce que c'est. Nous voyons vos magouilles, Madame la Présidente. Ça ne passe pas que vous nous refusiez de juste discuter du droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amendement. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est où, là ? On est en commission des affaires sociales. Donc il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de manœuvre, il y a un vote. Vous avez manipulé cette commission pour que les votes des députés ici ne soient pas représentatifs de ce qui va se passer dans l'hémicycle. Vous êtes hurlant, empêchant les députés de s'exprimer. Vous êtes rouge de rage. Acceptez l'idée que l'on puisse être. Vous n'avez pas la parole, monsieur Boyard. Vous soumettez au vote un amendement sans qu'il y ait aucune explication de vote. C'est du jamais vu, Madame la Présidente. C'est un déni inouï de démocratie. Comprenez notre colère. Comprenez notre colère. Et maintenant ? 2 échéances la semaine prochaine. Mardi, nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Jeudi, examen dans l'hémicycle de l'Assemblée, cette fois de la proposition torpillée hier et que les oppositions vont tenter de faire renaître avec une bataille procédurale dont je vous épargne les détails parce que c'est à la fois compliqué et, à mon avis, assez inintéressant, mais toujours dans le but d'entretenir la flamme de la contestation. C'est bien cela, il s'agit d'entretenir la flamme de la contestation puisque c'est une bataille symbolique sur le plan formel, Patrick l'a rappelé, la réforme du gouvernement a maintenant force de loi. J'allais dire que c'était le point de départ et effectivement il est toujours important, mais il y en a un autre maintenant, c'est maintenir la démocratie parlementaire parce qu'on a quand même... Elle n'est pas maintenue la démocratie parlementaire. On commence à avoir un sacré problème. On a une majorité, entre guillemets, qui parce qu'effectivement elle est minoritaire, depuis 1 an maintenant, ne fait plus voter l'Assemblée nationale
dès lors qu'elle pense que ces projets ne passent pas. Alors on a eu 10 49.3 sur le budget. Le budget, c'est quand même théoriquement le cœur d'une Assemblée nationale. 10 49.3, mais sur 2 textes, 3 textes. Oui, 3 textes, mais 10 fois le 49.3 a été appliqué. Bon. Bon, ça, c'est la règle. C'est une des vous trouvez règles que c'est parlementaires il n'y a pas actuelles. beaucoup de démocraties parlementaires en Europe qui ont un 49.3 qui permet à quelqu'un d'arriver et de dire maintenant on arrête les débats parce qu'on est minoritaire. Voilà. Donc c'est peut-être la règle. Moi je suis contre le 49.3. Et là, avec une telle fréquence et parce qu'on est minoritaire, c'est assez inédit dans la Ve République. Et là, rebelote, on a eu à nouveau le 49.3 qui procédait. Alors je sais que on parle de 49.3, on se dit 40, article 40, ça peut être compliqué pour les gens. Mon père nous regarde, il regarde cette émission, il m'a dit je comprends pas grand-chose, je vais essayer d'être pédagogique. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que simplement, ce gouvernement utilise toutes les procédures, toutes les règles, jusqu'aux zones grises, jusqu'à parfois, à mon avis, des choses qui ne sont pas légales et constitutionnelles, pour ne pas voter. Voilà, c'est ça l'objectif. Et là, rebelote avec l'article 40, parce que simplement, on voulait essayer de... La présidente de l'Assemblée nationale l'a répété ce matin, cet article 1 qui prévoyait l'abrogation de la retraite à 64 ans n'aurait jamais dû être discuté en commission hier, parce qu'il déroge à l'article 40 de la Constitution qui prévoit qu'une proposition de loi ne doit pas créer de charges publiques. En tant que président de la commission des finances... C'est-à-dire de la part des députés, voilà. Proposition de loi, c'est-à-dire que les députés ne peuvent pas grever le budget de l'État. Gros. Et en tant que président de la commission des finances, vous avez donné votre feu vert pour qu'il soit discuté. Ça ressemble à un coup de poker, quand même. Non, ça ressemble à m'appuyer sur la jurisprudence et ce qui est fait depuis des années. Parce que, alors je vais parler un tout petit peu technique, mais juste pour qu'on comprenne. À l'Assemblée, on peut débattre de 2 types de textes. Le projet de loi, ça vient du gouvernement. Proposition de loi, ça vient des députés. Une fois par an, un groupe d'opposition peut, dans une niche parlementaire, ça va être le cas de la niche du 8 juin du groupe Lyotte, passer un certain nombre de textes. Pour faire en sorte que l'initiative parlementaire existe quand même. Parce que quasiment toutes les propositions de loi créent en réalité des charges. Et pour faire en sorte que les droits de l'opposition, qui est constitutionnel, soient reconnus, parce que la majorité, elle a le gouvernement, on peut dire quelque part, on a une version souple de l'application de l'article 40 depuis maintenant des années et des années. Bon, qui consiste à dire une chose, dès lors que quelqu'un fait une proposition de loi, où il montre qu'il a repéré qu'il y avait une dépense ou une charge et qu'il a prévu un gage, là en l'occurrence c'est le fameux gage sur le tabac, eh bien on estime qu'il va en débat devant l'Assemblée nationale. Et là où la majorité a un geste partisan et politique, c'est qu'elle a le choix ou pas. Une fois que cette proposition a été reçue par le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui a été le cas, ça a été déjà acté, elle a le choix ou pas d'activer le président de la Commission des finances. Ce n'est quasiment plus fait. Depuis 2016, aucune majorité n'a activé un président de la Commission des finances. Et si elle l'a fait, c'est parce que quelque part, elle était minoritaire. Donc c'est un choix politique. Bon, et moi, en fonction de la jurisprudence, d'ailleurs j'ai vu qu'il y a des constitutionnalistes qui commencent à me donner raison, j'ai vu Anne-Charlène Mezzina, Benjamin Morel, en fonction de la jurisprudence et du gage, j'ai estimé qu'il était recevable et qu'il valait mieux défendre l'initiative parlementaire qu'une version abrupte de l'article 40. Résultat, jeudi prochain, ce qui arrivera en débat, c'était très clair. Jeudi prochain, ce qui arrivera en débat à l'Assemblée, c'est un texte vidé d'une grande partie de sa substance. Du coup, c'est un baroud d'honneur auquel on va Pas forcément, attendez, justement, parce que là maintenant, ce texte, Lyotte va tenter de le restituer dans sa version initiale, avant qu'il ait été supprimé en commission. Moi, je vais le déclarer recevable, normalement, puisque ça sera la même base. Et là, à nouveau, la présidente de l'Assemblée nationale, qui avait refusé de rejuger malgré la pression de sa majorité, a le choix de faire en sorte de le déclarer recevable, irrecevable, c'est-à-dire ne passer dessus, devant, vous me permettrez l'expression. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc là aussi, ça serait une zone grise nouvelle. Mais qu'est-ce que vous espérez en dehors d'une victoire symbolique? Voilà, la victoire symbolique d'un vote solennel à l'Assemblée nationale sur le recul de 64 ans. Moi, je suis sincèrement de plus en plus inquiet pour notre démocratie parlementaire. Vous me direz, c'est le problème du régime de la Ve République qui permet le 49.3, le 44.3, etc., etc. Bon, franchement, sous les yeux très étonnés des autres parlements européens. Mais malgré tout, je pense qu'il faut défendre ce droit. Moi, actuellement, c'est ça, c'est le principe. Je veux que l'Assemblée puisse voter à tout prix. Et rappeler quand on voit la façon dont se sont déroulés les débats hier, ça doit étonner un bon nombre de Français également, non ?
Oui, enfin, je sais pas si ça étonne. Vous savez, moi, les gens qui me voient dans le métro, ça va peut-être vous étonner, mais les gens qui me croisent en ce moment à la rue, le métro, qui me disent « tenez bon », ils me parlent bizarrement de l'article 40 et pour eux, ils sont pas très dupes sur ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, on a un gouvernement qui utilise tout pour pas voter, quoi. Mais vous parleriez de dérive mafieuse? Je crois que c'est Mathilde Panot qui a dit ça. Non, j'ai pas utilisé ce terme. Voilà. Ouais. Elle a eu tort, Mathilde Panot. Moi, je vous dis quelque chose d'aussi grave, c'est qu'on a une majorité, parce qu'elle est minoritaire, qui d'ailleurs, sous les ordres de l'Élysée, parce que Yael Braun-Pivet, au départ, n'a pas voulu revenir sur son jugement. Et puis, on sait qu'elle a été convoquée à Matignon pour ce faire, avec un mélange des gens en termes d'indépendance des pouvoirs qui est quand même un peu gênant. Moi, les gens, ils sont inquiets, je vous assure. Ils regardent ça, ils comprennent quand même. C'est une majorité qui est minoritaire, mais vous n'êtes pas plus majoritaire qu'elle. Oui, peut-être. Mais par exemple, c'est ce qu'a montré, c'est ce que montrent les votes de censure. J'entends. Mais sur là où je pense qu'on a quand même un pouvoir un peu spécifique depuis quelque temps, c'est que même la droite, sous la Ve République, quand elle voyait qu'elle avait une grande majorité de la population contre un projet, tous les syndicats contre un projet, et en plus, parfois, elle était pourtant majoritaire à l'Assemblée, ce qui n'est même pas le cas de ce pouvoir, et ben elle reculait. C'est arrivé une fois. Non, plus d'une fois. Le CPE. Le CPE. Non, pas d'une fois, 95, avec la loi a été votée, ça a été également le cas. De Vaquet, ça a été également le cas. promulgué. C'est-à-dire ne pas passer en force quand vous avez tout le peuple contre vous. Et je pense que Emmanuel Macron, il a un petit problème avec la souveraineté populaire, moi qui commence sérieusement à m'inquiéter dans cette façon de passer en force. Et c'est bon pour personne. Parce que si à un moment donné, nos concitoyens pensent qu'à travers la démocratie parlementaire, on ne peut pas changer les choses, eh ben moi je pense que ça ouvre toutes les possibilités et j'en suis pas ravi. Juste votre réaction sur ce qu'a fait le député insoumis Thomas Porte, qui a relayé la liste nominative de tous les députés qui ont voté en commission pour la suppression de l'article 1. Certes, c'est une information publique. Mais ça sert à quoi de faire ça? C'est vu comme le monde, c'est public. Inciter éventuellement au harcèlement, est-ce que c'est pas l'intimidation? Non. C'est un vote public. Donc c'est fait pour savoir qui a voté quoi. Les gens ne peuvent pas voter. Non, c'est pas dans l'isoloir. Non, c'est pas ça. Moi, je suis plus choqué par la deuxième phrase. Envoyer 15 000 morts par an. Envoyer à la mort 15 000 personnes par an. Pardon, c'est n'importe quoi ces arguments. En tout cas, le fait de rendre public. Oui, mais de le faire de cette façon-là, avec le message qui a sorti le fait de rendre public la liste pour dire que chacun assume ses responsabilités, c'est pas dans l'isoloir. En les accusant presque d'être responsables de la mort de 15 000 personnes par an. Moi, j'utiliserai pas cette phrase-là, mais en tout cas, ils sont responsables de forcer les gens à travailler 2 ans de plus, alors même qu'on voit que la réforme des retraites qui vient d'être installée, même d'un point de vue financier, c'est la Cour des comptes qui l'a dit la semaine dernière, ne règle pas les questions, parce que la question, c'est la question des recettes, et que tant qu'on va pas chercher l'argent là où en ce moment il fait bon fleurir dans ce pays, notamment les revenus capital, et on réglera pas cette question. Donc moi, je trouve que forcer les gens à travailler 2 ans de plus en imposant au forceps une loi, excusez-moi, je sais pas si on a bien compris que vous vouliez aller jusqu'au vote de cette abrogation de la loi, ne serait-ce que pour le symbole du vote à l'Assemblée. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de semer un peu plus de confusion dans l'esprit des Français? C'est ce qu'expliquait hier Renaud Villard, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sur France Info. Cette proposition de loi, d'ailleurs, peut introduire presque une forme d'incompréhension chez nos assurés. Si elle devait être adoptée en première lecture à l'Assemblée, elle n'aurait aucun effet sur la réforme actuellement en vigueur. En revanche, les assurés se diraient « Ah, mais j'ai entendu sur France Info, ça y est, ça a été abrogé ». Ça crée beaucoup de confusion, alors qu'en réalité, ça ne changera pas les règles du jeu au 1er septembre. Et on risque d'avoir pas mal d'assurés qui nous appellent en disant « Mais je comprends pas, normalement, je dois partir comme prévu à 62 ans ». Alors oui, un vote n'est pas que symbolique, mais là, pour le coup, ça ne changerait pas les règles. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense qu'il sous-estime les Français. Les Français sont un peuple politique. Donc ça a été dit et redit. Si c'est voté dans une niche parlementaire, ce n'est pas abrogé tout de suite. Il faut que ça parte au Sénat, il faut que ça revienne à l'Assemblée. Vraisemblablement, il peut y avoir 3 lectures. Mais n'empêche, tout le monde comprend que si c'est battu à l'Assemblée et que l'Assemblée montre que là aussi, elle est majoritairement contre une proposition, je pense qu'on peut aussi remettre en question la légitimité de l'application de cette loi qui n'est toujours pas faite, puisque comme il l'a dit, c'est pas avant septembre. Donc moi je crois que c'est une politiquement, et y compris par rapport aux mobilisations qui ne sont pas finies, je crois que les gens ont très bien compris que c'était une partie qui continuait et que de ce point de vue-là, qu'on nous laisse voter. Si c'est finalement rien n'est grave. Si finalement, ça n'a aucune importance qu'on vote, mais pourquoi ne nous laisse-t-il pas aller voter le 8 ? Parce que j'ai cru comprendre que ça n'avait aucune importance, et pourtant, ils font tout, comme dirait un proche de Macron, j'ai entendu ce terme, pour shooter la loi, pour shooter ce texte. Pourquoi font-ils ça ? C'est bien parce que ça aurait un impact politique majeur si c'était battu à l'Assemblée.
Politique toujours, mais autre sujet. Ce matin, dans Ouest France, Elisabeth Borne a assuré que certains avaient sûrement mal compris les critiques d'Emmanuel Macron concernant sa prise de position sur l'héritage pétainiste du Rassemblement national. Elle a même rappelé, bien sûr, que Emmanuel Macron lui avait renouvelé sa confiance. Ce matin, en déplacement dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen a réclamé un véritable débat d'idées sur la question. Alors ma question donc à moi vis-à-vis de vous, Emmanuel Macron a-t-il eu tort de recadrer sa première ministre en Conseil des ministres? Oui. Je pense qu'il a eu tort, puis ça m'inquiète, ce qu'il a utilisé. Parce qu'en plus, il a voulu le faire savoir. Moi, j'aimerais bien savoir au nom de quoi Emmanuel Macron a appelé tous les autres candidats, avant le deuxième tour des élections, à voter pour lui, malgré son programme, pour battre Marine Le Pen. Au nom de quoi? Au nom d'un programme un peu plus radical sur l'immigration que ce que dit Darmanin, un peu plus sécuritaire, parce que Darmanin, comme il fait beaucoup de... Il estime qu'il est plus dur. C'est au nom du passé c'est quand même bien au nom que l'extrême droite, elle a des origines politiques qui, par rapport à la République, par rapport à certains choix dans l'histoire de France, et Madame Le Pen n'a jamais rompu réellement avec ça, fait qu'à un moment donné, on peut appeler à faire barrage. Voilà. Et quand Emmanuel Macron dit ça, quelque part, il est en train d'effacer la digue qui, pendant des années, a été construite par rapport au Rassemblement national. Je pense qu'il prend une drôle de responsabilité. Il l'a pris à deux niveaux. Déjà, il a alimenté plein de textes. Et là, il va bientôt le faire encore avec un texte sur l'immigration qui permet au Rassemblement national de pousser sur ces mauvaises herbes. Et la deuxième chose maintenant, il arrive à dire que finalement, c'est un parti comme un autre. Si c'est un parti comme un autre, pourquoi s'allierait-il pas par la suite avec ce parti? Moi, c'est la question que je lui pose et ça ne me rassure pas. Vous restez avec nous. On va continuer à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Merci. Mohamed, vous nous parlez du suicide de cette adolescente victime de harcèlement, des harcèlements qui avaient été largement signalés aux responsables du collège dans lequel elle était scolarisée. Oui, l'INSEE avait 13 ans. Cette jeune collégienne du Pas-de-Calais s'est suicidée le 12 mai dernier après des mois d'insultes, de menaces et de moqueries dans son collège. Ce harcèlement se prolongeait aussi sur les réseaux sociaux. L'une de ses camarades ainsi que son beau-père ont raconté le calvaire que vivait l'INSEE. Il y a eu même des altercations auparavant. On a appris récemment où ces harceleuses lui avaient jeté des boissons sucrées dessus, etc. Il y a eu une bagarre ici. Si j'intervenais pas moi, elle se faisait tabasser. Alors qu'il y avait monsieur le directeur qui était là, il y avait les CPE, il y avait tous les surveillants, et avec les téléphones. Et quand j'ai dit, vous attendez quoi? Parce que c'est une phrase que je leur ai dit, vous attendez le suicide? Et on m'a répondu... avec un geste. Dans ce collège, un groupe de jeunes filles s'attaquait à plusieurs camarades. 2 plaintes avaient été déposées par les parents de l'INSEE, reçues par le directeur de l'établissement. Sa mère n'avait eu pour seule réponse que retirer-lui son téléphone portable. Après la plainte d'une autre mère, la conseillère principale d'éducation lui aurait répondu que ce n'était que des jeux d'enfants et que sa fille devait se forger un caractère. La mère de l'INSEE tenait aujourd'hui une conférence de presse pour dire à quel point elle s'était sentie abandonnée dans cette affaire. On n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur. Et que, justement, le directeur lui a carrément dit... écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises. On n'a pas que ça à faire. Ça reste entre nous. L'avocat de la famille a annoncé aujourd'hui déposer 4 plaintes contre le directeur de l'établissement, l'Académie de Lille, des policiers en charge de l'affaire, Instagram France et Facebook France. Il a d'ailleurs lu une lettre rédigée par l'INSEE quelques semaines avant son suicide et dans laquelle elle exprimait son désespoir. Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Pardon maman, je suis parti rejoindre papa puisque son père est décédé quand elle avait 3 ans. Et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il tenait avec elle, il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.
La meilleure amie de Lindsay, Maëlys, a repris l'école avant-hier, escortée dans l'établissement par une association de motards luttant contre le harcèlement. Selon sa mère, Maëlys continue à subir le harcèlement de la même bande. Sur les réseaux, ça continue le harcèlement. On lui demande pourquoi elle n'a pas été là pour sa copine et qu'il y a des moments, elle ferait mieux d'aller la rejoindre. C'est terrible, j'ai trop mal pour ma fille. Et je sais, j'ai même pas les mots pour la réconforter. Encore aujourd'hui, 2 semaines après la mort de Lindsay, des insultes à caractère pornographique la visant continuent à circuler sur les réseaux sociaux. Un compte a été ouvert avec pour nom « Lindsay est enfin morte ». L'association e-Enfance a reçu plus de 200 appels hier après-midi signalant des contenus choquants. Selon sa directrice générale Justine Atlan, les plateformes doivent évoluer dans leur approche du cyberharcèlement. Il faudrait absolument que les plateformes mettent en place un système qui permette de les alerter quand il y a tout d'un coup beaucoup de contenus dirigés contre une seule personne, un seul compte, des contenus évidemment plutôt avec des mots négatifs, et que ça remonte finalement en tête de liste chez eux avec un système d'alerte, de boutons rouges, de warning, qui les oblige à prendre ça en urgence en considération, et surtout quand ça concerne une victime qui a moins de 18 ans chez nous, donc qui est mineure et qui a droit à une protection largement supplémentaire à celle des adultes. Il y a quelques minutes, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a déclaré que cette affaire était un échec collectif et qu'il suivait personnellement le dossier. Éric Coquerel, cette affaire, c'est une cascade de défaillances. La responsabilité, elle est portée par plusieurs personnes. Qui est responsable? L'école, les réseaux sociaux? C'est d'abord une tragédie. Bon, c'est clair que... Quand on écoute ça, excusez-moi, mais c'est clair que ce qui est différent par rapport à du harcèlement scolaire il y a une trentaine d'années, c'est le cyberharcèlement. C'est ça le phénomène qui amplifie, parce que des gens qui étaient victimes d'harcèlement, que ce soit basé sur du sexisme, du racisme et autres, malheureusement, dans les cours de récréation, on connaît. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devienne, j'allais dire, omniprésent et massif, c'est les réseaux sociaux. Bon, donc ça, c'est identifié. Et à partir de là, moi, je crois qu'il y a plusieurs axes. D'abord, je pense qu'il devrait y avoir dans les écoles une pédagogie sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas fait. Il y a de la pédagogie sur l'utilisation de pas mal de médias, de la littérature, ça, ce n'est pas fait. À la fois dans la manière de s'en servir, mais aussi dans la manière de ne pas s'en servir. Bon. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de prévention. Manifestement, là, j'entends ce qu'a dit le directeur, si c'est le cas, c'est qu'il y a une défaillance de ce côté-là. Donc il y a une question de travail de prévention, de formation du personnel scolaire. Troisièmement, il faut interroger la responsabilité des plateformes. Je viens de voir que Twitter sort des règles européennes. Bon, mais moi je pense qu'il faut du coup, si c'est le cas, s'ils vont jusqu'au bout, en termes, ils sortent qu'on comprenne, ils servent des règles européennes sur la question de la modération qu'ils font quasiment jamais déjà. Bon, si c'est le cas, faut les arrêter, arrêter ça en France. Voilà, les plateformes doivent être responsabilisées sur ce qui se passe en leur sein. Un média aujourd'hui. D'accord ? Si y a des calomnies dans le média peut être attaqué. Là, tout se passe crème, tranquille, il peut y avoir ça. Et non seulement ils ne font rien, mais en plus de ça, ils ont des algorithmes qui, pour rapporter de l'argent, se basent sur le fait de favoriser les messages de haine sur les plateformes. C'est quand même absolument sidérant. Et puis, quatrième point, il faut des moyens. Voilà. J'ai vu que la plateforme Pharos, qui travaille justement sur le cyberharcèlement, il n'y a que 31 enquêteurs pour 16,9 millions d'utilisateurs. C'est rien. L'équivalent du CNIL en Allemagne, c'est 700 salariés contre 225. Donc il faut aussi des moyens sur ces questions. Mais en tout cas, il faut un grand plan. C'est plus possible d'apprendre des nouvelles comme ça, malheureusement, fréquemment.